L'affaire était grande, mais la volonté de prendre par derrière était plus grande. Ils ont duré 3. Je le dis comme ça, sans détour, parce que l'image choque et que le mot choque. Mais c'est le titre exact de ce qui a été, dans ma vie, un ouragan concentré. 3 mois qui ont tout déplacé. 3 mois où je me suis découverte capable de désirer à nouveau, de dire oui à des choses que je n'avais plus imaginées. J'ai 53 ans. Je suis veuve depuis 7 ans. J'habite une maison à Aldeota, à Fortaleza, avec un jardin que j'ai laissé mourir par négligence. C'est en cherchant juste quelqu'un pour arracher des mauvaises herbes que j'ai trouvé autre chose, et pas seulement un jardinier. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous interpelle, restez avec moi. C'est une confession, pas un scandale préparé. Je veux vous mener au cœur de ce qui m'est arrivé, pas vous faire avaler du sensationnel. Restez et écoutez comment 3 mois ont suffi à me réveiller. La maison était trop grande pour une personne seule. Les pièces avaient à regarder l'empreinte de mon mari. Les livres de lui empilés sur la table du salon, sa chaise au coin de la véranda, la tasse qui restait, parfois, comme si un geste allait la remplir. J'ai appris à vivre avec ces fantômes, à parler avec eux en silence. Les premières années après sa mort, je me suis habituée à la présence absente. Les voisins me voyaient normalement sortir au marché, déjeuner avec des amis, sourire lors des fêtes de famille. À l'intérieur, il y avait une fatigue que je n'arrivais plus à nommer, une sorte d'enterrement quotidien. Je rangeais sa chemise dans le placard. Je repassais sa veste 1 ou 2 fois, comme si ces gestes pouvaient prolonger le fil. Mais au bout de quelques années, le fil s'est effiloché. Le jardin a été le premier signe visible de ma démission. Ce qui était censé être un petit paradis, un rectangle de terre où il avait planté des jasmins et des bambous, est devenu un fouillis de chardons, d'herbes folles et de terre sèche. Chaque fois que je regardais dehors, le cœur se resserrait. Cet espace négligé me renvoyait non seulement l'image d'un extérieur affaibli, mais aussi d'un intérieur qui s'atrophiait. Je ne cultivais plus rien, pas d'amitié nouvelle, pas de projet, pas d'ardeur. J'avais peur de recommencer à planter pour ensuite voir les choses faner encore. Un dimanche de chaleur traîtresse. Fortaleza a cette manière de coller la peau et d'emplir l'air d'une odeur de sel et de poussière. J'ai finalement appelé Sylvia, ma voisine. Elle était la femme qu'on pense toujours avoir à côté, capable de conseils pratiques et d'un numéro de téléphone pour chaque problème. Elle a eu une voix chaleureuse et têtue comme toujours. « Tu dois appeler un gars, Mariana. Tu ne peux pas rester comme ça. Un jardinier viendra, ça ira. » Elle m'a donné un numéro, un simple morceau de chiffres qui, à cet instant, ne promit encore rien d'autre que la reprise du jardin. Je ne m'attendais pas à la voix de Raphaël. Jeune, un peu rauque, avec cette rapidité tranquille des garçons qui n'ont pas de vocabulaire compliqué pour cacher leur honnêteté. Il a dit « Je peux venir demain matin ?» Et j'ai répondu sans réfléchir. « Oui. Demain à 9 heures. » La semaine d'attente m'a paru plus longue que les années qui ont suivi l'enterrement. J'ai préparé la maison comme pour un dîner des fêtes, en enlevant les nappes poussiéreuses, en époussetant des cadres. Mais ce n'était pas le protocole qui me troublait. C'était la sensation, déjà, d'être observée comme si j'étais un objet qui recèle un trésor caché. Est-ce que j'espérais qu'on remarque quelque chose chez moi? Peut-être. Peut-être que je cherchais inconsciemment quelqu'un pour voir ce que j'étais devenue et le remettre en mouvement. Il est arrivé un mercredi. Le soleil n'était pas encore à son zénith. La lumière avait cette douceur particulière qui fait vibrer les feuilles. Il portait des bottes en caoutchouc, un pantalon qui avait connu la terre et une chemise simple. Ses mains étaient abîmées, mais pas grossières. Elles portaient la manière de quelqu'un qui travaille avec attention. Je l'ai observé marcher dans l'allée, sans phare, avec une sorte de concentration naturelle. Il ne regardait pas autour comme on croit que les jeunes regardent. Il regardait le sol, la plante, puis mes mains sur la clôture, comme si quelque chose chez moi avait attiré sa curiosité sans jugement. « Bonjour, je suis Raphaël », a-t-il dit en me tendant la main. Sa voix était jeune,
mais pas inexpérimentée. Elle avait quelque chose de patient. Je me suis présentée, et pendant un instant je l'ai vue mesurer mon visage, comme pour décider si je valais la peine de soigner. Ce geste minuscule m'a surprise. « On commence par quoi ?» a-t-il demandé, simple. J'ai eu envie de dire tout, mais j'ai répondu « Le jasmin d'abord, il est envahi. » Nous sommes entrés dans le jardin et j'ai senti presque immédiatement la présence d'une présence différente. Son souffle léger sur ma nuque quand il se penchait pour arracher une racine. Sa façon de replacer une motte de terre avec les doigts, comme on remet en place une mémoire. Il parlait peu du passé. De temps en temps, il lançait une phrase sur sa mère, Donna Conceição, qui vivait dans un quartier proche, sur les jours où il travaillait sur des chantiers, sur son apprentissage de la taille des arbustes auprès d'un oncle. Il m'a demandé, très doucement, si j'aimais les roses. J'ai répondu que mon mari aimait les roses, que c'était lui qui les choisissait, les plantait, les regardait. « C'est beau », a dit Raphaël, et il a planté un tout petit pied de rosier près de la clôture, comme si c'était un secret qu'il me confiait. Ce geste banal, la petite plante mise dans la terre, arrosée par sa main, m'a donné une image que je n'attendais pas. L'idée que quelqu'un pourrait, sans bruit, remettre les choses à leur place. Les premiers jours ont été faits de gestes pratiques et de silences partagés. Il y a quelque chose de particulier à vivre la présence d'un autre, sans discussion excessive. On creuse, on arrache, on s'arrête, on boit de l'eau, on reprend. Ces gestes parlaient une langue que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, la confiance dans la répétition, dans le rythme. Plusieurs fois, je l'ai surpris à regarder la maison, comme s'il essayait de lire ses strates, ses années. Une après-midi, en posant un bras sur la vieille balustrade de la véranda, il a murmuré « C'est grand, c'est beau ». Ce n'était pas une critique. Il y avait dans sa voix une forme d'admiration tranquille, comme s'il percevait quelque chose que les autres voyaient comme vieilli, mais qui, sous sa main, pourrait revenir à une présence vivante. Je ne veux pas que l'on pense que tout est tombé immédiatement en passion. Ce n'était pas une comédie romantique. C'était plutôt une succession d'impulsions, de petits détours vers l'intime. Un geste. Il me passe une pelle. Je prends une poignée de terre qui colle à ses doigts. Un autre geste. Il tend la bouteille d'eau. Nos mains se frôlent. À chaque fois, quelque chose passe de la nature au corps. La chaleur de Fortaleza amplifie cela. La peau devient sensible, la transpiration colle, et les odeurs se mêlent. Terre mouillée, citronnelle écrasée, la note lointaine de friture de l'après-midi venant de la cuisine d'une voisine. Nous parlions parfois très tôt le matin sur la terrasse, la cafetière encore fumante. Il s'asseyait sur le rebord comme sur un tabouret improvisé, et il me posait des questions simples. « Vous avez des enfants ?»« Oui, 2. Et ils viennent souvent ?»« Plus maintenant. » J'ai senti sa façon d'écouter sans juger, juste en cherchant des indices pour comprendre qui j'étais. Quand j'évoquais mon mari, il n'avait pas de commentaire qui sert à consoler. Il acquiesçait, il prenait note, comme quelqu'un qui respecte le cadre d'une histoire qui n'est pas la sienne. Un matin, il a trouvé une boîte de vieilles cartes postales sous un fauteuil. Elles étaient jaunies, couvertes de l'écriture serrée de mon mari. Je l'ai vu les prendre, enrouler les coins entre ses doigts. Alors il a posé la question que personne ne m'avait posée depuis longtemps. « Est-ce que vous voudriez en parler ?» J'ai eu envie de lui mentir, de dire que non. Au lieu de cela, j'ai raconté quelques bribes. Le mariage à 21 ans, la maison louée avant d'être achetée, les enfants qui ont ri, la maladie qui a pris les mots petit à petit. Parler m'a donné une légèreté inattendue et une lourdeur douce, comme une couverture usée qui réchauffe et rappelle aussi la perte. Il écoutait, sans interrompre, avec des yeux qui ne s'attardaient pas sur la tristesse, comme si elle était un trophée. Il avait une empathie qui n'était pas théâtrale. À la fin, il a dit « Je comprends ». Il ne prétendait pas résoudre quoi que ce soit. Et puis il a ajouté, presque en se corrigeant « Mais je pense que la terre ne peut pas rester morte ». C'était une phrase de jardinier, et en même temps elle sonnait comme une métaphore. Petit à petit, sans qu'on l'ait décidé à voix haute,
Notre relation a glissé vers une intimité qui n'était pas que physique. Nous avons partagé des cernes, des peurs, des rires, des silences longs. Il m'a raconté des histoires de son enfance, de sa mère qui chantait en faisant la cuisine, d'un frère avec lequel il n'était plus en contact. J'ai découvert des traits chez lui, la ténacité, le flegme, la curiosité naïve parfois, et une aptitude à la tendresse sincère. Un jour, pendant qu'il taillait une vieille haie, je l'ai vu s'arrêter et s'appuyer sur son genou. Il avait une douleur au dos. J'ai cherché du baume, j'ai frotté doucement. Il n'a pas ri, il ne s'est pas départi. Ce contact, mes mains sur sa peau, ses muscles tendus sous le tissu, a déclenché quelque chose qui ne relevait plus d'un simple partage de tâches. Je me suis surprise à attendre ses visites comme on attend une saison meilleure. Les semaines ont pris le rythme de ses interventions. Il venait 2 ou 3 fois par semaine, parfois une demi-journée, parfois toute la journée. Il ne restait jamais tard. Il partait en fin d'après-midi, parfois en disant qu'il avait un rendez-vous chez sa mère. Parfois, il proposait « Si vous voulez, je peux revenir demain matin ». Il n'y avait pas d'insistance lourde, juste une proposition douce. Et moi, j'ai accueilli la proposition comme on accueille une pluie promise. La nature même de notre différence d'âge était une ombre que l'on évitait souvent. Les cristallisations sociales sont partout. Regards, suppositions, commentaires à demi-bas. Mais pendant ces premières semaines, cela restait à distance. Nous étions 2 êtres qui apprenaient une circulation. Il y avait cependant des moments d'observation aigus. Lorsque je m'éloignais pour un instant vers la cuisine et que je le voyais, là, penché sur une plante, la nuque dénudée par la chemise imbibée de sueur, j'éprouvais une sensation étrange, une combinaison de nostalgie, d'attraction et d'un petit vertige qui me rappelait que mon corps était encore un territoire habitable. Le premier baiser n'a pas été prémédité. Il a surgi comme une conséquence naturelle d'un après-midi suspendu. Nous avions fini de nettoyer un coin du jardin près de la clôture. Les jasmins taillés, la terre nivelée, un petit tapis d'herbes retrouvées. Le soleil déclinait et la lumière devenait dorée, presque liquide. Il y avait une musique lointaine, peut-être une radio d'un voisin, et le souffle des feuilles. Nous étions restés là, côte à côte, sans parler. Je tenais une branche morte dans la main. Il a approché une main pour la retirer et la poser sur la mienne. Ce contact a été la première étincelle claire. Il a dit mon prénom, doucement, comme pour vérifier qu'il avait bien le droit. J'ai senti la vibration du mot sur mes lèvres. Ensuite, sans que l'un de nous prononce une phrase qui arrangerait les choses, il a penché la tête et nos lèvres se sont touchées. Le baiser n'était pas furieux ni lascif. Il était comme une reconnaissance, une entente silencieuse que nous avions franchie, une frontière immatérielle. Il y avait dans ce baiser une lenteur étonnante, comme si nous voulions savourer le temps au lieu de le brusquer. Après quelques instants, il s'est éloigné, les yeux rougis par quelque chose que je ne saurais nommer, et il a murmuré « Pardonnez ma témérité ». J'ai ri sans me moquer. « Ce n'est pas à moi de pardonner », ai-je répondu, et nous avons ri tous les deux, un rire qui contenait la surprise, la joie et une pointe d'effroi. Après ce baiser, les choses n'ont pris une teinte différente. Il y avait une conscience nouvelle, presque palpable, dans chacun de nos gestes. Les regards duraient un peu plus longtemps. Les silences étaient moins vides. Nous avons commencé à aborder des sujets plus personnels, à toucher l'histoire de l'autre comme on caresse une vieille peinture. Il m'a dit une nuit, alors que nous avions fini de dîner sur la terrasse, à propos d'un fait banal. « J'ai l'impression que vous n'avez jamais cédé au monde, pas complètement. » J'ai compris qu'il voulait dire que j'avais gardé une dignité qui lui semblait irréprochable, mais aussi qu'il pressentait un verrou. J'ai souri, et j'ai senti la trace de son regard sur mon cou. Il y a eu des moments où la culpabilité m'a mordu comme une bête silencieuse. Pensant à mes enfants, surtout à Julia, j'imaginais ses yeux si jeunes et si sévères.
Comment le leur expliquer? Comment leur dire que j'avais choisi l'élan, l'audace, la vitalité, au risque de dérouter leur image du monde qui m'avait cadrée comme mère et veuve respectable? Parfois, la voix de ma propre mère, dans ma tête, évoquait l'échec social, la honte, la peur du qu'en dira-t-on. D'autres fois, c'était ma propre voix qui me défendait, me rappelant que chaque vie mérite d'être réactivée si elle le veut. Raphaël ne m'a jamais poussée. Il n'a jamais fait de promesses vaines. Au contraire, il répétait souvent « Nous sommes deux adultes, nous choisissons ». Ces mots ont le poids de la responsabilité et la légèreté d'un consentement partagé. Je me suis sentie, pour la première fois depuis des années, à la fois protégée et prise au sérieux. Il évoquait l'avenir parfois, mais toujours avec prudence. Un projet de replanter la petite allée, une idée de réparer la pergola, peut-être une sortie au marché pour acheter des graines. Ces projets simples avaient une signification plus vaste, la possibilité d'un quotidien reconstruit. La manière dont il me regardait m'a déroutée. Ce regard n'était pas seulement l'attrait d'un homme jeune pour une femme plus âgée. C'était un regard qui cherchait à apprendre, à comprendre et à honorer. Une fois, il m'a dit sans détour « Vous respirez comme quelqu'un qui a vécu beaucoup. C'est beau. » Ces mots m'ont mise à nu d'une façon délicate. Et puis, il y a eu la nuit, où tout a semblé s'accélérer. Après une journée entière à travailler dans le jardin, nous nous sommes assis tard, à la lumière tamisée, à parler des peurs. Il m'a demandé si j'avais peur qu'on me prenne pour quelqu'un de faible ou de ridicule. J'ai répondu que j'avais peur, surtout, de blesser ceux que j'aime. Lui, il a posé sa main sur la mienne, longuement, sans empressement. Les minutes s'étirent. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre avec une lenteur presque cérémonielle. Cette fois, il n'y a pas eu un simple effleurement. Nos baisers ont été plus affirmés, comme une reconnaissance de ce que l'on avait tous les deux accepté, sans prononcer de paroles définitives. La maison autour était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Quand je me suis éloignée, la poitrine serrée, je savais que quelque chose avait changé. Ce n'était plus un jardinier et une cliente. C'était une intimité naissante, délicate et dangereuse à la fois. Je me répétais souvent « 3 mois ». C'était une directive que je n'avais pas encore prononcée, mais que je sentais déjà dans la cadence de mon cœur. J'ignorais encore comment ces 3 mois allaient se dérouler, mais je comprenais que nous avions entamé une trajectoire qui ne pourrait pas être simplement effacée comme on roule un tapis. Les premiers jours après cette nuit, nous avons continué à travailler côte à côte, comme si rien n'avait changé, mais les gestes étaient plus lourds de sens. À chaque fois que nos mains se frôlaient, un courant traversait mon corps, une chose que je n'avais pas connue depuis longtemps. La vie extérieure, cependant, poursuivait sa mécanique habituelle. Les voisins continuaient de bavarder, les marchés restaient montés bruyants, les enfants jouaient sur le trottoir. Mais il y avait maintenant une tension sous-jacente dans la maison, la question de dire ou de taire. Je me demandais si j'étais capable de garder le secret, et surtout si je le voulais. Parfois je pensais que tout devait rester à l'abri, que nos moments de complicité se suffisaient à eux-mêmes. D'autres fois, un besoin de vérité me poussait à imaginer raconter, à oser dire que j'avais choisi d'être vivante encore. Un après-midi, alors que Raphaël me tendait un verre d'eau, j'ai eu une image. Ma fille, Julia, se tenant sur le seuil de la porte, regardant la scène, les yeux pleins d'une question que j'aurais peur d'entendre. J'ai repoussé l'image aussitôt. Il ne fallait pas imaginer les catastrophes à l'avance. Pourtant l'inquiétude persistait, et elle se glissait comme une ronce dans mes pensées, quand je n'étais pas en train de jardiner. Je savais d'instinct qu'il y aurait un moment où il faudrait poser des mots. Nous étions entrés dans un lieu où désir et réalité se rencontraient, et ces deux-là parlent des langues différentes. Le désir aime l'évidence fulgurante. La réalité réclame des projections. Logement, enfants, projets d'avenir, niveau d'énergie, limpidité des intentions. Raphaël, avec sa jeunesse, rêvait parfois à voix haute. « J'aimerais voyager un peu,
voir d'autres jardins, travailler ailleurs aussi. Peut-être un jour, avoir un petit bout de terrain à moi. Moi, je l'écoutais avec l'empathie d'une femme qui sait qu'un corps, à 53 ans, ne répond pas de la même façon qu'à 27. J'avais accepté que mon ventre ne revivrait pas, et c'était une vérité tranquille. Mais pour lui, l'idée d'enfant était encore vivante, peut-être même pressante. Cela posait en filigrane une différence qui, à terme, pourrait peser lourd. Malgré ces ombres, il y avait des matinées de plaisir simple. Le café partagé, une radio qui égrenait une chanson ancienne, le soleil qui tombait en biais sur la table. Un jour, il m'a dit, sans préambule, « Je n'ai pas peur de vous ». Ce qui m'a surprise n'est pas tant la phrase que le ton. Il parlait comme quelqu'un qui a rencontré des gens capables de complicité, pas seulement comme quelqu'un attiré. Et moi, j'ai senti que j'avais enfin trouvé une personne qui me regardait entière, non fragmentée par le deuil. Les rumeurs n'existent pas encore. Les jugements ne sont pas encore derrière les murs. Tout est centré sur nous, sur la découverte. Mais je sentais au fond que ce calme n'allait pas durer. C'est comme si nous étions dans la salle d'attente d'une grande décision. La tension est feutrée, mais la porte va finir par s'ouvrir. Je ne savais pas qui, ni comment, nous précipiterait vers l'extérieur. Et pourtant, malgré la peur, il y avait de la gratitude. Gratitude pour la terre qui reprend, pour les plantes qui refleurissent, pour la sensation d'un corps qui répond. Gratitude aussi pour cette sensation d'être encore désirable, toujours intéressante aux yeux d'un autre. J'avais cru que la séquence de la vie ne me laisserait plus entrer dans l'excitation. Je m'étais trompée. La vie, semble-t-il, est pleine de petites erreurs de calcul. Elle nous accorde parfois de courts intervalles d'intensité quand on pense qu'il n'y en aura plus. La 3e semaine de nos rencontres, nous avons aménagé un coin sous la pergola. Il a trouvé de vieux tissus, a raccommodé des coussins et a posé une guirlande lumineuse qu'il avait apportée dans une boîte déjà usée. Quand les petites ampoules se sont allumées, le jardin a pris une autre dimension, celui d'un salon secret. Nous avons dîné dehors parfois, de petites choses simples. Poisson grillé, salade, pain. Nous parlions tard, et souvent la nuit finissait par glisser vers des sujets imprévus. La musique qu'on aimait, les livres que l'on n'a jamais terminés, les peurs qui nous font réveiller au milieu de la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mijoter un plan confus dans ma tête. Nous garder tels quels, hors du monde, comme un trésor caché que l'on visite à l'abri des regards. Mais la réalité a cette façon de revendiquer sa place. Les obligations surgissent, les enfants appellent, la mère de Raphaël envoie parfois des messages pour savoir s'il est rentré. Rien n'est innocent, rien ne reste longtemps immobile. Un soir, après un dîner où nous avions ri d'un souvenir de son enfance, il m'a regardé et a dit, sans ambages, « Je veux que vous sachiez que je tiens à vous. » C'était simple, direct, presque brut. Je l'ai senti dans ma poitrine, comme un petit tremblement. « Moi aussi », ai-je soufflé. Et pourtant la phrase qui suivit, plus basse, plus contenue, m'a glacée. Mais il y a des choses que je veux encore vivre. J'ai compris que pour lui, la vie s'étendait devant comme un chantier ouvert. Pour moi, c'était un jardin à soigner, et peut-être à laisser fleurir dans un cadre qui ne serait pas le sien. Ce soir-là, alors qu'il s'éloignait vers sa moto, j'ai regardé la pergola illuminée, et j'ai compris, avec une certitude qui n'avait rien de romanesque mais tout d'une conviction réelle, que nous étions engagés dans quelque chose qui ne serait pas neutre pour personne. 3 mois. Le chiffre revenait comme un battement d'horloge dans ma tête. Je ne savais pas encore comment la suite se déroulerait, mais je pressentais que, si cela devait durer, il faudrait que je nomme, plus tôt que tard, les lignes sur lesquelles nous marchions. Les jours suivants, j'ai dormi mal. Mes pensées alternaient entre l'euphorie et l'angoisse. Le jardin semblait respirer différemment. Chaque fleur retrouvée, chaque racine dégagée, me donnait un point d'ancrage pour tenir l'équilibre. Raphaël continuait d'arriver avec sa caisse à outils, ses gants, son sourire.
Nous savions tous les deux que l'on franchissait des étapes, mais nous ne les avions pas encore écrites. C'était un temps à la fois fragile et plein de promesses. Je me disais, on verra. 3 mois. Il fallait laisser au temps le soin de dérouler son fil, sans courir pour l'arrêter ou le hâter. C'est là, dans cette suspendue conscience, que tout basculera. Le moment approche, sans bruit apparent, mais il approche, comme les nuages qui finissent par couvrir un ciel trop serein. Les voisins continueront de vaquer à leurs affaires. La petite vie d'Aldeota n'imagine pas encore que l'affaire, cette affaire qui fera parler, a commencé à fermenter sous la pergola de ma maison. Mais elle a commencé, et moi qui croyais ma vie close, j'ai entrevu qu'il me restait encore des pages à écrire. Les jours qui ont suivi furent une succession d'instants trop pleins et d'attentes fébriles. Nous avions cette étrange cérémonie du secret. Intervenir sur la terre, ramasser les feuilles mortes, remettre en place un petit amas de pierres pour border une plate-bande, puis reculer, comme pour vérifier que rien, en dehors de nous, n'avait changé. Mais le monde ne reste jamais immobile. Le murmure d'une ville, un pas qui traîne, une porte qu'on ouvre trop tôt. C'est ainsi que la vie finit par entrer, malgré tout. Ce dimanche-là, Julia était annoncée pour déjeuner. Elle venait de Sao Paulo, une visite surprise, avait prétexté une réunion annulée. J'avais préparé un plat simple, quelque chose qui nous rappelait les dimanches d'autrefois. Du poisson cuit simplement, du riz, une salade à l'huile d'olive. J'avais tiré les coussins sous la pergola, rallumé la guirlande, parce que la lumière douce me semblait moins compromettante, plus protectrice. Raphaël travaillait encore sur le dernier coin d'allée, raclant la terre, pliant son dos avec une patience que je regardais comme un rituel. Les derniers 2 mois avaient été faits de gestes semblables, d'un tissage lent. Le 3e mois s'apprêtait à toucher à quelque chose d'irréversible. Je me souviens de l'air ce jour-là. Humide, presque laiteux, une menace de pluie qui rendait la couleur des feuilles plus verte, plus vive. J'avais mis une robe légère, parce que j'aimais sentir le tissu sur mes jambes, après tant d'années de pantalons utilitaires. Je me disais que cela serait bien de paraître soignée pour ma fille. Et puis la clé dans la serrure, le claquement de la porte, un pas précipité sur la terrasse. Je n'ai pas entendu la première plainte dans sa voix, seulement le choc étouffé. Elle nous a vus sous la pergola, côte à côte, une nappe renversée pour une raison insignifiante. J'avais trébuché sur l'une des pierres, nos mains effleurées, les regards déjà lourds d'un sens. Raphaël venait de se pencher pour ramasser quelque chose. Je me souviens du mouvement. Sa main qui effleure mon bras, et en cet instant précis, la phrase de ma vie semblait brisée. Le visage de Julia s'est figé, comme si le soleil s'était éteint derrière elle. Sa bouche a formé un son étouffé. Elle était restée immobile une seconde, puis tout s'est précipité de manière irrépressible comme une vague qu'on ne peut retenir. « Maman » a-t-elle dit, et sa voix n'était plus la voix de mon enfant. Elle ressemblait à celle d'une juge portant un verdict. Je me suis levée, littéralement, comme si mon corps cherchait à se placer entre eux deux, entre l'infamie attendue et la vérité du geste. Raphaël s'est redressé lentement, ses genoux encore sales de terre, la paume ouverte, comme s'il voulait calmer la tempête. « Julia » a-t-il commencé, mais je peux encore sentir la coupure sèche dans l'air, l'espace qui se ferme entre nous trois. Elle a avancé d'un pas, le regard brillant, et il y a eu ce moment où toutes les phrases possibles se sont brouillées. « Comment as-tu pu » L'accusation n'était pas seulement pour moi. Elle traversait l'espèce d'alcôve que Raphaël représentait. Une violence mêlée d'incompréhension. « Qui es-tu pour faire ça ?» La colère n'était pas seulement la sienne, c'était la colère d'un monde qui voyait dans mon geste une trahison d'un pacte non formulé. Je n'ai pas cherché à me défendre avec des plaidoiries théoriques. La défense demande une énergie que je n'avais pas. J'ai essayé d'expliquer, de dire que je n'avais pas cherché le scandale, que ce n'était pas ça que je voulais faire. J'ai dit des choses maladroites et vraies, que j'avais fui pendant des années la possibilité de rire de nouveau, que Raphaël m'avait rendue vivante,
que l'on avait partagé des après-midi, des rires, des silences, des mains. J'ai senti que chaque mot glissait comme un caillou sur une vitre. Il ne la traversait pas. Les voisins ont commencé à s'agglutiner, sans que je comprenne trop vite comment. 2 silhouettes au coin de la rue, une fenêtre entr'ouverte d'où une voix murmurait. Ce que l'on ne veut plus voir arrive habituellement par petites portes. Personne n'avait besoin de preuves tangibles. Le seul fait de la scène suffisait. L'économie du ragot n'a pas attendu. Une voisine a sorti son téléphone, a filmé quelques secondes, la voix off du quartier racontant déjà une histoire. Quelques messages plus tard, dans la même après-midi, j'ai vu sur mon propre écran une photo du jardin, un bref morceau de vidéo prise depuis la rue. Les commentaires affluaient, comme une marée froide. Des noms que je connaissais ont commencé à apparaître, des remarques cinglantes, des jugements hâtifs. La ville entière semblait vouloir s'asseoir en sentinelle. Julia était tombée en larmes. Sa voix s'était brisée entre accusation et douleur. « Tu m'as menti. Tu m'as laissé croire que tout allait bien. » Elle n'écoutait pas mes explications. Elle vivait la rupture d'une image intime, celle d'une mère qui, aux yeux d'une fille, devait rester un phare immuable. « Comment pouvais-tu » répéta-t-elle, comme si la phrase pouvait changer l'ampleur de ce qui venait d'être découvert. Raphaël, lui, n'a pas fui. Il s'est tenu droit, humblement, offrant sa propre simplicité comme tentative d'apaisement. Il a expliqué à voix basse ce que nous étions. 2 adultes qui s'étaient retrouvés, 2 personnes qui avaient choisi de se donner du temps. Il a dit, dans un geste qui m'a autant ému qu'il a déchaîné le cœur de la scène. « Je l'aime, Julia. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je l'aime. » Ces mots jetés là ont heurté la fille comme un coup. Il était étrange de l'entendre prononcer ce qui aurait dû rester entre nous. Et pourtant, il y avait dans sa voix une sincérité nue qui a rendu la situation plus complexe encore. Les jours qui ont suivi furent un mélange de confrontation, de larmes, de silence pesant et de mots lancés comme des pierres. Julia, blessée et confuse, a demandé du temps pour elle. Elle est partie pour la semaine suivante chez une amie, refusant de déjeuner avec moi. Rodrigo, mon fils, a été plus réservé. Il m'a appelé, me proposant un soutien timide, essayant de comprendre sans excuser. Sa voix restait prudente. Il disait qu'il fallait protéger la famille, ménager l'image. Je sentais dans son discours le poids de nos conventions. Les mots responsabilité, réputation, respectabilité revenaient souvent comme des refrains que la société nous apprend à chanter. La rumeur a pris un autre chemin. Le téléphone a sonné. Donna Conceição, la mère de Raphaël, a été la première à appeler. Sa voix trahissait une inquiétude teinte d'un mélange de protection et de curiosité. Elle s'est inquiétée pour son fils, pour ce que dirait le quartier, pour les ouvriers qui le connaissaient. Elle a demandé si cela faisait du mal à Raphaël. J'ai accepté de recevoir sa visite, parce que je sentais qu'il fallait faire face aux conséquences humaines, pas seulement au jugement. Elle est venue, accompagnée d'un panier de gâteaux. Elle a regardé la maison, la pergola, puis moi avec des yeux qui cherchaient à comprendre plus qu'à condamner. Sa présence n'était pas celle d'une matriarche inquisitrice. C'était d'abord celle d'une mère qui s'effraie pour l'avenir de son fils. Sur les réseaux sociaux, l'affaire s'est agrandie. Un voisin avait posté une vidéo d'1 minute montrant un baiser furtif, la pergola, le coin du jardin. Les commentaires se sont multipliés en quelques heures. Condamnation, empathie dissimulée, plaisanterie cruelle. Certains se réjouissaient du scandale, d'autres exprimaient une forme de curiosité morose. J'ai senti mes épaules se raidir devant l'affluence d'un public que je n'avais pas invité. Il y a eu des messages anonymes, des SMS de personnes que je connaissais à peine. Mon numéro a été partagé dans des groupes. Une phrase circulait. « Elle a tout, elle s'est permis cela ». D'un autre côté, quelques messages ont été d'une douceur surprenante. D'anciennes collègues, des amis de longue date, des voisines moins empressées. Elle m'écrivait des mots simples. « Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de vivre ». Ces messages m'ont aidé à tenir. Un après-midi,
Alors que je cherchais à reprendre le fil de la journée, j'ai reçu un message de Raphaël. « Je viens. » Sa présence ce jour-là, après la tempête, fut une ancre. Nous sommes allés au jardin, longuement. Il avait les mains plus pâles que d'habitude, la mâchoire serrée. Nous nous sommes assis sur la balustrade, et le monde extérieur, pour un instant, affaibli. Il a pris ma main, et je peux dire que ses gestes étaient devenus plus hésitants, comme si la conscience d'un futur incertain pesait. « Je n'avais pas prévu ça, » a-t-il dit. « Je ne savais pas que ça irait si vite. » J'ai essayé d'expliquer que je le comprenais, que nous étions arrivés là presque par surprise. Mais la surprise n'est pas tout. Il y a eu une assemblée publique, presque littérale. Un ami de longue date, Pedro, qui avait l'habitude d'aider Raphaël dans ses petits chantiers, est passé et a essayé de jouer les médiateurs. Certains voisins ont voulu une explication formelle. « Que comptez-vous faire ?» demandait-il, le ton plus curieux que compatissant. La communauté, qui jadis m'avait vu aux fêtes de la paroisse, qui avait applaudi mes enfants lorsque ceux-ci recevèrent des prix, se scindait maintenant entre ce qu'elle connaissait de moi et la nouvelle image qui circulait. C'était étrange, douloureux et révélateur. Le tissu social se déchire vite quand il croit tenir à une vérité immuable. La pression a amené une décision plus pratique. Il fallait parler, non seulement aux voisins, mais aussi aux miens, et surtout aux enfants. J'ai choisi de le faire de façon attendue, dans la cuisine, avec le café encore chaud. J'ai appelé Julia. Elle est revenue, non sans rancœur, pour affronter la chose. La conversation qui s'est déroulée ce jour-là fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Elle m'a demandé si j'avais pensé à ce que l'on dirait, à ce que ses amis penseraient, à ce que l'on raconterait de nous. Elle avait cette façon tranchante à la fois protectrice et blessée, comme si elle était en procès contre quelqu'un qui n'avait pas seulement agi contre la morale, mais contre l'image qu'elle avait d'une mère ordinaire. Je ne parle pas ici pour justifier mes actes. Je me souviens seulement d'avoir essayé de nommer mes besoins. J'ai parlé de solitude, de la peur d'être invisible, du corps qui répond encore et qu'on n'a pas le droit d'ignorer. J'ai dit, maladroite, que parfois, une main posée sur une autre suffit à rappeler qu'on existe. Ces mots, je les ai dits parce que je savais que les raisons humaines demandent à être entendues plus que dénigrées. Elle m'a regardé longuement, et je pensais, avec une lucidité presque cruelle, qu'elle m'aimait mais qu'elle avait besoin d'un autre cadre. Nous avons pleuré toutes les deux. Il n'y a pas eu de triomphe, juste la reconnaissance d'un fait. Nous étions différentes à ce moment-là. Raphaël, de son côté, assistait à ces conversations comme à une séance où tout le monde présentait sa version. Il était silencieux, et parfois sa voix s'élevait pour défendre la simplicité de ce qu'il ressentait. « Ce n'est pas une honte d'aimer », a-t-il dit devant moi, devant Julia. Ces mots, sortis de sa bouche, avaient une force qui me bouleversa. Ils m'ont donné l'impression d'être défendue, non pas par un plaidoyer, mais par une honnêteté qui n'imitait pas le monde des convenances. Malgré les attaques et la douleur, il y eut aussi un élan d'affection sincère qui m'a touchée. Des amis, des femmes que j'avais connues à la chorale, des membres de l'association de quartier. Ils ont pris ma défense en murmurant des vérités plus simples. Que l'on n'a pas de calendrier pour le désir, que la vie est parfois injuste pour celles qui osent vivre. Leur présence, discrète mais ferme, a posé un contrepoint à la croisade du jugement. Je compris alors que les lignes de fracture dans la communauté n'étaient pas aussi nettes que je l'avais imaginé. Il y avait la cruauté, certes, mais aussi la solidarité. Puis la confrontation la plus décisive est arrivée. La mère de Raphaël, inquiète pour son fils, mais aussi curieuse de savoir où tout cela mènerait. Elle est venue un mercredi, accompagnée de son voisin, un homme simple avec des yeux de cerise, et s'est assise sur la balustrade. Nous avons parlé longuement. Elle m'a demandé si j'étais certaine de ne pas regretter, si je comprenais les conséquences pour Raphaël. Elle m'a raconté que son fils était rêveur, aimant, souvent pris par ses impulsions, mais qu'il avait aussi une capacité de travail admirée. Elle s'est inquiétée pour son avenir.
Il est jeune, Mariana. Il doit penser à un plan, un métier stable. » Et dans cette phrase se sont logés les germes d'une divergence profonde qui allait s'avérer déterminante. Car il y avait de fait, dans le regard de Raphaël, une idée du futur qui différait du mien. Moi, à 53 ans, je pensais des choses plus ancrées. Maintenir la maison, voyager peut-être, retrouver des amis. Lui parlait en images d'horizon, traverser le pays, travailler dans des jardins différents, peut-être fonder une famille. À nos âges, ces horizons ne se recoupaient pas forcément. Nous avons essayé, pendant des semaines, de faire coïncider nos rêves. Il aimait la vie qui s'ouvre, la liberté de construire. Moi, j'apprenais encore à ne plus tout attendre d'un autre. Les discussions, qui furent d'abord tendres, se sont peu à peu chargées de pragmatisme. Un soir de pluie, nous nous sommes assis sur la terrasse, la pluie dessinant un rideau translucide entre nous et la rue. J'ai vu dans ses yeux un mélange d'amour et d'inquiétude. « Je t'aime », m'a-t-il dit. « Vraiment. Mais je ne sais pas si je peux renoncer à certaines choses. » Il parlait d'enfants sans les nommer directement, parlait de projets qui nécessitent du temps, de ressources, de jeunesse. J'ai senti une coupure se former, une lente reconnaissance que l'amour ne suffit pas toujours pour construire un projet commun, surtout quand les désirs d'avenir sont si divergents. Nous avons longuement tenté de trouver des compromis. Il a proposé de rester 1 an puis de voir. J'ai proposé des solutions logistiques pour qu'il puisse travailler ailleurs sans rompre le lien. Mais au fond, les compromis ne pouvaient pas effacer la différence essentielle. Lui rêvait de créer, de partir, d'avoir peut-être un enfant un jour. Moi, j'avais accepté mes limites physiologiques et construit une idée de bonheur plus calme, plus stable. La friction fut de plus en plus évidente. Il souhaitait une intensité de mouvement, et moi, une intensité d'enracinement. Je n'ai jamais regretté ce que nous avons partagé. J'ai seulement reconnu que nos routes ne se confondraient trop pas. Ce fut, d'un côté, une déchirure lente, et de l'autre, une décision qui a fini par se cristalliser. Raphaël, après mûre réflexion, m'a dit un soir qu'il avait reçu une offre de travail dans un autre État, un chantier de jardinage plus vaste, avec la perspective d'un apprentissage spécialisé. C'est une opportunité, s'est-il entendu dire, presque pour lui-même. Je voyais dans ses yeux l'éclat d'un avenir qu'il sentait à sa portée, et je compris que, pour qu'il ne regrette pas, il devait partir. La question n'était pas seulement professionnelle, elle était symbolique. Rester avec moi signifierait renoncer à une part de sa vie qui, pour lui, était encore à construire. Nous avons parlé, longuement, en larmes et en caresses. Il a expliqué sa peur de manquer de temps, de s'enfermer dans un rôle qui ne lui conviendrait pas. J'ai répondu que je le comprenais, que je ne pouvais pas être la prison d'où l'on sort à regret. Nous avons dit des choses banales et profondes. Je veux que tu sois heureux. Je ne veux pas que tu regrettes. Je ne veux pas te retenir. Ces phrases n'enlèvent rien à la douleur. Elles disent simplement une vérité. Aimer parfois, c'est savoir laisser partir. Le départ ne fut pas brutal. Il y eut des adieux doux, presque cérémoniels. Nous avons passé une dernière journée à marcher dans le jardin, à voir chaque plante comme si elle était une mémoire vivante. Il a raté la terre ici et là, a ajusté une branche, a repiqué une vivace que j'aimais. À la fin de l'après-midi, il m'a pris la main, et nous sommes restés longtemps immobiles, regardant la lumière qui déclinait. 3 mois, a-t-il murmuré. 3 mois intenses, ai-je répondu. Il a souri, et ce sourire était lointain et tendre à la fois. Le dernier baiser ne fut pas un au revoir dramatique. Ce fut plutôt une confirmation silencieuse de ce que nous avions vécu. Nous nous sommes promis des choses simples, de ne pas effacer ce qui avait été, de garder la mémoire des jours heureux, d'écrire peut-être de temps en temps. Il a pris sa caisse à outils, a chargé sa moto, et il est parti. Je ne l'ai pas retenu. Le geste de le laisser partir fut, étrangement, une forme de tendresse absolue. Le vide après son départ ressemblait à la plaie que l'on touche avec la main
pour vérifier si la douleur est réelle. Les premières semaines furent affreusement vides. Le jardin, pourtant refait en partie, semblait réclamer un pied de plus. Les voisins chuchotaient encore, certains avec pitié, d'autres avec satisfaction. J'ai vécu un deuil que personne n'attendrait instinctivement. Un deuil de ce qui avait été intime, du possible qui s'en allait. Les articles en ligne qui relataient l'histoire étaient cruels et superficiels. J'ai évité de les lire. J'ai reçu des messages de condoléances d'étrangers et parfois des menaces anonymes. Le monde virtuel avait cette capacité de transformer une vie en objet d'attrait et d'opprobre. Les jours passaient et la reconstruction se fit à pas compter. J'ai pleuré, oui, des nuits entières, parfois à la vue d'une plante qui l'avait repiquée, parfois en regardant une vieille photo de mon mari sur la cheminée. Mais quelque chose a changé de fond, un lieu intérieur où la vie peut à nouveau pousser. J'ai repris la chorale timidement, retrouvant des voix connues. J'ai participé à un atelier de poterie, parce que travailler la terre a toujours été pour moi un moyen de penser. Façonner un objet de mes mains m'a aidé à reconstruire un contour de moi-même. J'ai reçu des visiteurs, des amies anciennes, des personnes qui avaient suivi l'affaire avec empathie, et même des voisins qui avaient d'abord jugé et qui ensuite ont demandé pardon, avec une honnêteté courageuse. J'ai commencé à enseigner le jardinage dans une petite association de quartier pour des personnes âgées. Transmettre fut une surprise. J'ai découvert que mon expérience, douloureuse, pouvait être utile. J'apprenais à d'autres à greffer, à choisir un terreau, à comprendre la patience inhérente à la floraison. Enseigner m'a réconcilié avec mes mains et avec le fait que l'on peut encore planter après une tempête. J'ai écrit aussi des lettres sans destinataire, des mots pour nommer la gratitude, la douleur, la légèreté retrouvée. L'écriture a été un filet. Peu à peu, mon rapport au monde se transformait. J'ai recommencé à sortir, à accepter des invitations, à recevoir un café sur la plage en hiver. Je sentais que les mois avaient lessivé quelque chose en moi. La peur d'expérimenter, la crispation d'être jugé. J'ai commencé à me parer de couleurs que je n'avais plus portées, à rire franchement, sans m'excuser. Le jardin, heureusement, est resté. Certaines fleurs, bien entretenues, durent plus d'une saison, d'autres non. Mais il y avait une permanence, une mémoire végétale qui me rappelle qu'on peut réparer sans nécessairement effacer. Les relations avec mes enfants se sont réajustées, lentement. Julia est revenue, pas comme avant, mais avec une conversation plus honnête. Nous avons pleuré ensemble, nous avons ri, encore, et parfois nous avons choisi le silence, qui est parfois le plus grand respect possible. Rodrigo a fini par me dire, timidement, qu'il comprenait mieux à présent, que la vie n'était pas un manuel d'usage auquel il fallait se conformer. Ces remises en question, ces détours de compréhension, m'ont permis de rétablir un dialogue délicat avec eux. Rien n'a été facile, rien n'a été tout de suite pardonné. Mais il y a eu des gestes, des coups de téléphone plus fréquents, une présence mieux répartie. 1 an après, je marchais souvent dans le jardin, regardant la pergola. Les ampoules clignotaient encore parfois, lorsque j'avais envie d'un peu de lumière le soir. Il y eut des moments de douce nostalgie, où j'imaginais Raphaël passant par là, revenant avec un seau de terre, ou m'appelant pour partager une trouvaille. J'ai compris que les absences laissent des traces qui ne se referment jamais complètement, mais elles peuvent s'intégrer au paysage intérieur. La mémoire devient une belle plaie. Elle fait mal, mais elle apprend à s'emplir d'autres choses. Pourquoi 3 mois ont-ils suffi à changer ma vie? Parce que parfois, l'essentiel n'est pas la durée, mais l'intensité. 3 mois pleins de gestes, d'attention, de tendresse, de conversations profondes, peuvent contenir plus d'1 an de convention. J'ai appris que l'existence, quand elle s'éprouve intensément, ne nécessite pas des décennies pour se redéfinir. Dans un temps compressé, on peut redécouvrir son corps, sa voix, sa capacité à dire oui et à dire non. Ces 3 mois n'ont pas effacé ce que j'étais auparavant. Ils l'ont enrichi d'une rugosité nouvelle,
d'une audace qui me permet aujourd'hui de me tenir debout, sereine, sans chercher la permission de qui que ce soit. Je garde de cette période la gratitude pour ce qu'elle m'a enseigné. Que la vie peut surprendre, que les désirs ne s'éteignent pas forcément avec l'âge, que la dignité est compatible avec la vulnérabilité. J'ai compris aussi que la liberté de choisir son bonheur ne signifie pas qu'il n'y ait pas de conséquences. Il y en a toujours, et il faut les traverser. L'amour, parfois, sanctifie le départ autant que la présence. Laisser partir, pour certains, est le plus grand acte d'amour possible. Aujourd'hui, quand je regarde la maison, je vois les strates, les livres de mon mari, les coussins rafistolés, le jasmin qui refleurit. Je vois aussi la pergola, témoin d'un temps où j'ai appris à respirer autrement. J'ai gardé des lettres que Raphaël m'a écrites, de petites notes où il racontait une chanson entendue ou une plante qu'il avait découverte. Parfois je les lis et elles me font sourire. Je ne nie pas la douleur. Mais je ne veux plus que la douleur m'empêche de vivre. Si vous avez entendu jusqu'ici, merci. Merci d'avoir accepté d'entrer dans ma maison, de vous asseoir sous la pergola avec moi, même si tout n'était pas propre et net. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en être aidé. Et si vous voulez entendre d'autres récits, pas pour le scandale mais pour la vie qui insiste, abonnez-vous. Il y a des histoires qui aident à comprendre qu'on peut parfois tout perdre et, en même temps, tout retrouver.